Lorsqu'on débute l'analyse technique, il y a des signaux qu'on n'a pas le droit d'ignorer, comme celui délivré par le MACD lorsqu'il passe en dessous de son signal ici, ou encore là, parfois avec des effets catastrophiques, parfois avec des effets plus mesurés, mais en tout cas c'est rarement neutre. Et regardez, ça vient de se produire cette semaine. On va voir dans cette vidéo si on peut gagner de l'argent avec cet indicateur. Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Alors, vilaine séance en ce vendredi. On espérait, enfin si on était haussier, on espérait que le gap là qui a été ouvert, c'était mardi, et bien survive la semaine et ça n'a pas été le cas. Rattrapé par la patrouille en ce vendredi, le gap est comblé. Donc, eh bien, par élimination, il ne s'agit pas d'un gap de rupture. Gap de rupture, c'est un gap qui met fin à la tendance préexistante. Là, vous aviez une tendance qui était latérale, voire haussière. Le gap a mis fin à cette tendance en initiant une nouvelle tendance, en l'occurrence ici baissière. On pouvait espérer, suite à ce gap, qu'il en fût de même avec un changement de tendance, soit en particulier une tendance haussière, mais pour ça il aurait fallu que le gap ne soit pas comblé, comme il ne l'a pas été ici, et là je l'ai dit, il a été comblé, donc c'est fini. On n'a pas de gap de rupture en tout cas. Alors maintenant on a deux solutions, soit on a un gap un gap commun, et les gaps communs annoncent généralement tout simplement des latéralisations. On s'achemine, je pense, vers un retest du support hebdomadaire des 66,87, 68,24, c'est-à-dire, si vous préférez, on s'achemine vers une baisse, à mon avis, minimum de 2,6% à 4,7%. On remarquera que la bougie du jour n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne parce qu'elle est rouge déjà pour commencer, c'est-à-dire que l'on clôture plus bas que là on a ouvert. Et puis vous remarquez qu'on n'a pas de mèche haute, autrement dit, on n'a fait que perdre du terrain par rapport au plus haut tout au long de la séance. Et on termine donc avec une bougie Akinashi également qui marque le pas, puisque bon, c'est pas horrible non plus, parce que vous avez une bougie rouge avec mèche haute et mèche basse, mais bon, on avait trois bougies vertes. On a vu d'ailleurs, c'est intéressant, la perte de dominance des haussiers. On a une première bougie verte sans mèche basse, puis une deuxième, puis une troisième finalement avec mèche basse, avec une perte d'amplitude. Ça montrait bien que le rebond technique s'est soufflé, donc ce qui se passe malheureusement était envisageable. Alors, je l'ai dit, je pense qu'on va continuer de baisser. Quand on regarde les autres éléments techniques, la moyenne mobile à 7 jours, bon, on a vu qu'elle était haussière, la moyenne mobile à 7 jours, puis elle est devenue baissière, puis elle est devenue haussière à nouveau. Bon, bref, comprendre surtout qu'elle perd la tête et que maintenant on est dans une tendance immédiate qui est plutôt neutre. La moyenne mobile à 20 périodes, eh bien, à aucun moment elle est passée en dessous des cours. On a toujours été en dessous. La tendance générale est donc baissière. Elle est depuis maintenant plus de 3 semaines. La moyenne mobile à 50 jours, eh bien, vous voyez, elle commence à adopter une pente qui est dangereuse puisque, bon, ça se joue pas à grand chose, mais c'est légèrement baissier. Le changement de couleur se fait automatiquement. Donc, attention, la tendance de fond peut devenir baissière de manière assez claire dans les tout prochains jours. La moyenne mobile à 200 jours, par contre, est toujours haussière. Donc, la tendance de long terme est haussière. Maintenant, il faut bien comprendre que le croisement M20-M50 à la baisse, s'il doit avoir lieu, eh bien, serait de mauvais augure pour la suite. Alors, c'est pas toujours vrai, rien n'est toujours vrai en analyse technique, mais si vous regardez ce qui s'est passé lors des précédents croisements M20, M50, comme ici, ou encore là, attendez, je vais regarder la M7, sinon on enlèverait, on voit rien du tout, voilà, la dernière fois c'était ici, ou encore là, voilà, c'est pas un bon signe, c'est pas toujours un drame, mais si la M20 croise la M50 à la baisse, c'est franchement pas un bon signe. J'aimerais vous montrer maintenant, le SAR est toujours baissier, il n'a pas été cassé à la hausse, vous voyez, on a failli le casser à la hausse et du coup avoir un signal haussier, il en a été autrement, puisqu'au contraire on ne l'a pas cassé. Donc vous voyez, tout ressemble pour l'instant à un simple rebond technique dans une tendance baissière et selon un schéma en A, B, C, eh bien si, je dis bien si ce schéma devait se produire, eh bien en fait la longueur AB serait égale à longueur CD, donc c'est-à-dire que si vous prenez ça, attention, ça fonctionne beaucoup moins bien à la baisse qu'à la hausse, mais là aussi, donc si je prends exactement la même distance, ça vous donne quelque chose comme ça, ok. Donc bon, voilà, c'est quand même pas rassurant pour la suite. Je vous emmène du côté des données, le MACD. Je vais vous montrer le MACD parce que regardez, vous savez bien que j'aime bien le MACD, c'est peut-être un de mes indicateurs techniques préférés. Et là, le MACD nous fait un non-croisement baissier. C'est comme le balai M7, M20. Vous savez, quand le MACD fait semblant d'aller vouloir croiser son signal et au dernier moment repart vers le bas.
Bon, c'est pas bon, on a déjà testé ça récemment, la semaine dernière, enfin il y a le mois dernier, donc je vais pas le refaire là, j'ai plutôt trouvé autre chose. Mais voyez, regardez ici. Ok, c'est un non-croisement MACD signal et regardez ce qui s'est passé par la suite. Donc voilà, ce sont des choses qui militent quand même pour une continuation de la baisse. Hein. Je vais vous emmener sur les données hebdomadaires parce que je vais refaire le film pour ceux qui n'ont pas vu la dernière vidéo. J'avais expliqué dans la vidéo de jeudi que j'ai essayé de vous donner un coup d'avance et que on risquait d'avoir en fin de séance vendredi une pénétrante haussière, mais à condition de clôturer au-dessus de la moitié du corps précédent. Et j'avais dit, bon, rien n'était joué, mais en tout cas, si ça se produit, on aura un signal haussier. Comme vous pouvez le voir, ça ne s'est pas produit, donc on ne pouvait pas engager ce trade. Par contre, ce qui se passe maintenant, c'est qu'on a un signal carrément baissier, parce que ça s'appelle une ligne de poussée. C'est-à-dire que vous avez exactement la même configuration que la pénétrante haussière, sauf que l'on clôture en dessous du niveau médian. La mèche est montée, mais on n'a pas tenu les plus hauts, on a été rembarré, éjecté, propulsé vers le bas, tiré vers les abîmes et on termine en dessous. Donc ça s'appelle une ligne de poussée baissière, c'est pas bon. Hein. Et ce qui m'intéresse surtout, c'est que le MACD vient de délivrer un signal en croisant son signal à la baisse. Et on va voir c'est ce qu'on va tester aujourd'hui. On va voir si on peut gagner de l'argent avec une stratégie consistant à parier que la baisse va continuer une fois que le MACD croise son signal ici. Alors j'ai ajouté des conditions, notamment une, et je veux que le signal se produise alors qu'on est au-dessus de 0, c'est-à-dire que vous avez la ligne de 0 ici, ok. Et je veux que, comme maintenant, c'est ce qu'on va tester, eh bien le signal apparaisse alors que le MACD et son signal sont au-dessus de 0. Et je vais regarder trois choses. 1. Est-ce que l'on clôture plus bas que la clôture de signal? Est-ce qu'on fait au moins une fois la distance au stop de protection, le stop de protection étant mis au-dessus des 5,57 ici, ok, RG vers le bas. Et 2, est-ce qu'on a fait deux fois cette distance vers le bas? Donc ici, ça voudrait dire 5,57 fois 2. Okay. Et j'ai pris une petite asymétrie parce que comme c'est arrivé assez souvent, on a souvent eu une mèche qui est passée de 1 ou 2 points, mais finalement on a clôturé en dessous. Donc je veux que l'on clôture au-dessus de cette zone. Okay, pour voir si pour avoir un stop de protection. Clairement, on considère le trade perdant si on clôture au-dessus des plus hauts. Okay, je vais vous montrer un exemple après toute manière. Là, vous avez un triple succès. Le MACD croit son signal à la baisse, c'est sur cette bougie. Est-ce qu'on est au-dessus de 0? Oui, on est au-dessus de 0. Est-ce que l'on a clôturé plus bas que la bougie de signal? Oui, on a clôturé même beaucoup plus bas. Est-ce qu'on a fait une fois, voire deux fois la distance au plus bas? Oui, c'est le cas, puisque comme vous pouvez le voir, si on considère que le signal a été donné sur cette bougie et qu'il ne fallait pas clôturer au-dessus de 6, bon, on a fait beaucoup moins, on a fait 15, 16, 17, on a fait moins 20%, donc 3 pouces vers. Par contre, là, vous avez un triple échec, parce que le signal a été donné sur cette bougie. Et une fois qu'on a eu ce signal, non seulement on est repassé, on a clôturé au-dessus des précédents plus hauts, mais on n'a même pas réussi à clôturer une fois, encore moins clôturer bien plus bas que la bougie de cassure. Donc c'est un triple échec. Et là, vous voyez, c'est deux succès, un échec, parce que le signal a été donné sur cette bougie. Une fois que le signal a été donné sur cette bougie, il ne fallait pas clôturer au-dessus de 2,42 et on a fait 4,23. Donc on a fait une clôture en dessous. Mais on a également fait une fois la distance au stop de protection, mais on n'a pas fait deux fois la distance au stop de protection avant de clôturer au-dessus des plus hauts. Ok. Bon, maintenant que vous avez compris, je vais faire défiler. Ah oui, voilà, j'ai encadré 3 ou 4 exemples ici où je vous montre pourquoi je veux une clôture, parce que là, à 1 ou 2 points près, on est passé au-dessus du stop de protection, mais on n'a pas clôturé au-dessus. Et je pense que c'est mieux dans cette stratégie parce que c'est arrivé 2 ou 3 fois. Hein. Là aussi, oui, c'est passé comme ça. Donc je fais passer les exemples et donc je l'ai fait 35 fois. Je suis remonté 35 fois en arrière et voilà le bilan que je peux vous produire. Je suis remonté jusqu'en 1997. Hein. Autrement dit, au bout de 35 occurrences, voilà les conclusions. A-t-on le droit d'espérer que l'on clôture plus bas que la clôture de ce vendredi? Oui, c'est ce qui s'est produit dans 86% des cas. Ça a été le cas dans 30 situations et ça n'a pas été le cas dans 5 situations. Donc, c'est pas sûr que l'on clôture plus bas que 7018, mais c'est quand même hautement plausible. 86% de cas. Est-ce qu'il est envisageable que l'on fasse la distance au stop de protection, ok, 5,60 vers le bas, avant que de clôture au-dessus des précédents plus hauts? Alors c'est une fois sur deux, hein. Donc ça a fonctionné 17 fois, ça a échoué 18 fois, autrement dit 49% des cas, ça a fonctionné 51%, ça a échoué. Et est-ce qu'on a raison de viser deux fois cette distance, autrement dit 5,50 vers le bas, donc au moins 11%? Là par contre c'est très peu plausible. Hein.
Vraiment 11%. C'est intéressant parce que ça peut vous aider à mener une stratégie. Hein. C'est-à-dire que ça a été le cas dans 10 situations, ça a été un échec dans 25 situations, donc ça a fonctionné que 29% des cas. Et donc ça milite. Si tout devait se passer conformément aux statistiques, ça veut dire qu'on pourrait baisser, mais il ne faudrait pas attendre une baisse trop importante. Ok, donc bon, c'est simplement pour vous aider à envisager et à bâtir le champ des possibles pour votre trade, hein, pour vos prochains trades et votre stratégie. Donc je reviens sur mes données journalières. Et voilà la situation. Attention, tout ce que j'ai dit n'a aucune validité. Hein. On ne peut pas tirer de loi générale sur 35 occurrences. Je vous dis ça simplement pour partager ma façon de faire et vous aider à construire votre stratégie probabiliste, hein, si vous êtes attiré par ce genre de façon de faire plutôt que de trader au feeling ou alors au cas par cas. Et donc on en arrive à l'Ishimoku. L'Ishimoku, malheureusement, j'avais expliqué ça, hein, je vous invite à regarder les précédentes vidéos. Là, en tendance neutre, hein, puisque vous le savez, on est dans le nuage, et a fortiori parce qu'on a twisté ici. Je vous rappelle que la stratégie que j'avais expliquée, c'est de prendre la distance entre les plus hauts et le twist. Reporter ça en dessous du twist, ça vous donne un objectif qui est rallié près de 8 fois sur 10. Hein. Ça voudrait dire que la baisse devrait continuer jusqu'à minimum 6767. Hein. Mais j'ai déjà expliqué ça, regardez la vidéo de la semaine dernière. Par contre, là, du coup, vous comprenez que j'avais expliqué que c'était un bon moment de rentrer la semaine dernière parce qu'on était au-dessus de twist, donc on avait un ratio gain-risque supérieur à 1. Maintenant, un ratio gain-risque inférieur à 1, naturellement. Et on va donc terminer avec les trades du jour. Mais avant les trades du jour, j'aimerais attirer... Alors, il y a toujours des nouveaux. Vous me faites l'honneur d'être de plus en plus nombreux à me suivre et je vous en remercie. Vous savez, il y a de bons traders, de bons analystes, en France. Hein, il faut vraiment connaître ces beaux noms de l'analyse technique et du trading. Et j'ai eu 2 ans pour interviewer 12 d'entre eux. Alors, je vais reprendre. On me demande souvent, votre ado, ça suffit de buller là. Ça reprend quand les podcasts? Je fonctionne en fait par séquence, et là en ce moment je suis en train de travailler sur mon cercle privé et le travail que ça me demande m'empêche de faire autre chose, et là je suis dans mon cycle cercle privé, mon Discord privé. Mais j'ai vraiment envie de reprendre les podcasts parce que ça prend du temps, il faut que je le fasse bien, donc regarder plein d'interviews, donc bon, ça prend du temps, mais j'ai vraiment l'intention de reprendre mes podcasts, regarder les noms. Alors certains sont excellents, mais on va dire connus des réseaux sociaux seulement, comme l'excellent Michael Landreau, David Renan, une institution, etc. Bon, je vais pas tous les citer, mais vous avez aussi ceux qui sont très connus dans les médias mainstream et qui sont brillants, notamment Stéphane Sauduté, vous connaissez tous Alexandre Baradez. Bon, c'est pas parce que je les ai nommés qu'ils sont meilleurs que les autres, hein, simplement la vidéo va pas être trop longue si je les nomme tous, mais voilà, vous reconnaissez des noms qui figurent dans les médias, voilà, Nicolas Chéron par exemple. Donc non seulement ce sont des gens qui sont bons, mais en plus ce sont des gens qui, excusez-moi la prétention, mais je pense que ce sont des gens bien, donc c'est vraiment important pour vous d'aspirer toutes les sources de connaissances que vous pouvez avoir. Hein. Voilà, je ferme la parenthèse et je passe au trade du jour. Alors maintenant, si vous voulez trader à la baisse, c'est possible. Vous rentrez maintenant, vous visez les précédents plus bas à 6789. Votre stop de protection est au-dessus des précédents sommets à plus de 24. Ça vous donne un ratio gain-risque de 1,5. C'est pas mal, hein, ça tient. Si vous voulez acheter maintenant, eh bien vous pouvez, pourquoi pas attendre que l'on revienne sur cette zone. On a vu qu'il était peu plausible que l'on clôture en dessous du support hebdomadaire des 65,84, 64,70 dans le backtest. Ça sert à ça aussi mes backtests. Hein. Vous rentrez là, vous mettez un stop de un objectif qui est de retourner sur les précédents sommets. À 8,15, vous mettez un stop de protection en dessous, là à 6,50 par exemple, ça vous donne un ratio gain-risque de 1,3, c'est très bon. Voilà. Merci à tous pour votre confiance, merci à tous pour d'être de plus en plus nombreux. N'hésitez pas, parce que ça me fait toujours plaisir et c'est bon pour moi, faut pas le mentir, à liker, éventuellement partager, faites connaître mon travail. Si vous pensez que cela vous aide et que vous voulez aider des personnes qui auraient bien besoin d'être aidées avec ce travail probabiliste, eh bien, vous pouvez recommander mon travail. Bien sûr, aucune obligation, mais en tout cas, voilà, ça coûte rien et ça me fait plaisir et ça me sert. N'oubliez pas les podcasts dont je vous ai parlé. N'oubliez pas non plus les vidéos qui arrivent, celles sur l'or. De plus en plus d'investisseurs commencent à accumuler de l'or. On dit qu'il faut entre 1 et 5% de son patrimoine financier en or pour stabiliser, pour la sécurité. Bref, le format, pensez à sa retraite avec des ETF. Bref, beaucoup de choses pour vous qui vous attendent. Merci encore du fond du cœur et à demain pour la mise à jour.